Aujourd'hui, on analyse Yomi Denzel, Oussama Hamar, leur podcast. Ils ont parlé de philosophie. Je suis professeur de philosophie. Et on va voir si ce qu'ils disent c'est pertinent ou non, philosophiquement parlant. C'est parti. En français, petit GP en français, ouais. GP, ouais. Carte graphique. Voilà, carte graphique et, voilà, et d'ordinateur. Donc, et ça, pour moi, on en avait parlé. Je t'ai envoyé un message quand j'étais à Bali. Mais ça, c'est une preuve supplémentaire que je viens rajouter dans mon raisonnement du déterminisme vs l'indéterminisme. Parce que depuis que je suis gamin, quand j'étais gamin, je pensais beaucoup à la philo, je me rends compte au final. Et malheureusement, j'ai pas trop lu ça. Je pense que j'aurais pu me stimuler la pensée en lisant des livres de philo à l'époque. Mais Alors, est-ce que lire des livres de philosophie, ça stimule la pensée? Alors, c'est intéressant parce que les philosophes ne sont pas forcément d'accord sur cette question. Si je prends par exemple Sénèque, Sénèque c'est un philosophe qui disait il ne faut pas commencer à faire de la philosophie avant d'avoir 60 ans. Parce que tant que vous n'avez pas 60 ans, en fait, vous ne serez pas assez mature pour faire de la philosophie, bien comprendre la philosophie. Et vous avez bien entendu Épicure, philosophe aussi de l'Antiquité. Et Épicure lui disait, au contraire, il faut commencer la philosophie le plus tôt possible. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez progresser. Alors évidemment, c'est un peu polémique de se ranger du côté de Sénèque aujourd'hui. Et c'est clair que faire de la philosophie, ça va vous aider. Dans tous les cas, c'est positif de lire de la philosophie. C'est sûr qu'il y a toujours des dérives. C'est-à-dire que si on met entre les mains deux possibilités, si on met entre les mains d'un individu un peu fou allié des thèses philosophiques qui pourraient justifier dans son œuvre, alors mieux vaut, est-ce que vraiment ça vaut le coup qu'il lise ce livre? En même temps, est-ce qu'on fait la société et on bâtit des pensées, des théories pour les individus fou alliés? Pas forcément. Et deuxième chose, c'est vrai que si vous lisez pas certains livres de philo, si vous lisez certains livres de philo à certains moments de votre vie, ça pourrait vous donner une mauvaise idée de la philosophie. Par exemple, si vous lisez Kant dès le début, vous pourrez avoir une idée de la philosophie, de ce que c'est, de ce que ça n'est pas, comme quelque chose de peut-être trop compliqué ou trop abstrait pour rien, alors qu'en réalité c'est tout à fait lisible si, bien entendu, on est préparé à ça. Donc, lisez des livres de philosophie, mais je vous engage à lire des livres de philosophie selon votre niveau. C'est-à-dire, si vous êtes débutant en philosophie, ne commencez pas par Kant, c'est pas la peine. Commencez par Épicure, c'est très bien Épicure. Lisez la lettre à Ménécée, ça fait 7 pages, c'est super. Voilà, et bien entendu, ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas tenter de lire Kant. Au contraire, si vous avez envie de chercher la difficulté, allez-y. Sachez juste que c'est pas le plus simple. Voilà. ouais, en fait, un jour, je me rappelle, Et dernière chose, bien entendu, bien sûr que lire, c'est bien en général. Il y a une étude, j'essaierai de le mettre en description, qui a montré que la lecture, ça, c'était bon pour la santé mentale. Tout ce qui est votre santé mentale, lisez des livres, c'est super. je rentrais chez moi. Franchement, je devais être assez jeune, je devais avoir 13 ans. Et je me dis, mais putain, en fait, le cerveau humain, en fait, toutes nos actions, toute notre vie dépend de deux trucs. Et je vais essayer de bien l'expliquer parce qu'à chaque fois, j'arrive pas bien à expliquer cette pensée. Tout dépend de deux trucs. Ça dépend du logiciel que tu as. Donc, comment est-ce qu'on prend ton cerveau, on prend ta personne, et on lui met une certaine manière de réfléchir. Ok, donc ça, tu nais avec. Et ensuite, tu as l'acquis. Tu as ce qui va arriver dans ta vie, tous les apprentissages que tu vas avoir et qui vont te permettre, avec ton logiciel, de prendre de nouvelles décisions. Mais le logiciel, c'est pas toi qui le décide. Tu le reçois, c'est de la chance. Et les choses que tu apprends quand tu es gamin, l'environnement dans lequel tu vas grandir, c'est pas toi qui le décide. Et ensuite, au moment où tu vas vraiment devenir conscient et tu vas commencer à faire tes propres choix, en fait, tu vas juste t'appuyer sur le logiciel qu'on t'a donné à la naissance et les choses que tu as apprises avant parce que tu étais dans un certain environnement. Donc, si tu prends une nouvelle décision, c'est ton choix. Mais cette décision, en fait, au final, elle est basée sur des choses qui n'étaient pas ton choix. Donc, c'est pas parce que tu prends une décision de manière consciente que c'est vraiment ton choix au final, parce que ce choix-là a été dicté par des choses qui ne sont pas en ton contrôle. Du coup, si ensuite tu prends une nouvelle décision suite à la première décision que tu as prise, vu que la première décision, elle n'était pas vraiment en ton contrôle, elle était dictée par des circonstances externes, ben cette deuxième décision, elle non plus, etc., etc. Donc, si tu pousses ça à l'infini, en fait, tu te rends compte que tu as en quelque sorte un destin et que si on pouvait calculer tous les paramètres
qui, qui ont eu lieu dans ton existence, eh bien, on pourrait prédire exactement tous les choix que tu allais faire et on pourrait prédire exactement comment tu allais finir ta vie. Et que donc, au final, on n'est absolument pas maître dans notre destin, mais on est juste la conséquence de tous les paramètres qui ont été fixés à notre naissance. Ouais, ça c'est. Et toi, tu n'es pas d'accord. Non, mais après. Enfin. Et c'est là la vie qui est intéressante. Ouais, ouais, bien sûr. C'est qu'il y a les deux manières de voir les choses. Il y a deux aspects à ça. C'est que c'est pas parce que tout ce que tu as dit est vrai que forcément c'est déterminé. Alors. Ok, ouais, juste là, parce que Yumi, en fait, il propose une version de ce qu'on pourrait appeler le déterminisme. Alors, le déterminisme, c'est quoi? C'est quelque chose qu'il n'explique jamais dans la vidéo, ce qui pourrait peut-être, c'est peut-être un peu dommage. Le déterminisme, c'est quoi? En fait, le déterminisme, c'est une théorie qui prétend que, en fonction de certaines conditions, eh bien, certaines conditions, si on va agir d'une certaine façon sur ces conditions, ça va créer un certain effet. Prenons par exemple la situation suivante. En fait, il y a trois choses pour le déterminisme. Il faut un, une condition, une situation de départ. Il faut deux, une action précise. Et il faut trois, un effet. Et en fait, ce que dit cette théorie du déterminisme, c'est que si j'ai A et que j'ai B, alors automatiquement j'ai C. Donc, si prenons cette situation de départ, j'ai mon poing serré et un stylo dans mes mains. Ça, c'est la situation initiale. Voilà la situation initiale. L'action, et ensuite il va y avoir une action. Cette action, c'est je lâche le stylo. Et bien, à partir de ces deux conditions de situation initiale, donc la première situation initiale, je tiens en main, condition numéro 1, je vais lâcher le stylo. À ce moment-là, on va pouvoir prédire ce qui va se passer. Et prédire la situation C, prédire la fin. Et ça s'appelle le déterminisme. Et ce que, en fait, les partisans du déterminisme disent, c'est que cette situation-là, donc le stylo que je lâche qui tombe, et ce raisonnement de pensée, je peux l'étendre à tout un tas de choses et d'objets, et même de notre vie personnelle. C'est-à-dire que si jamais je suis capable de dire, de montrer comment je pense, quelle est ma situation initiale, quel est mon caractère, je vais être capable de déterminer comment, si je suis confronté à telle ou telle situation, quel va être le résultat de l'action, en fonction de mon caractère, en fonction de mon âge, en fonction de tout un tas de paramètres. Et pour Yomi Denzel, toutes les actions qu'on prend dans notre vie, en réalité, sont le résultat de conditions initiales qui ne sont pas, qu'on n'a pas choisi, qui sont hors de notre contrôle. Et même les résultats, les choses qui vont arriver au cours de notre vie, eh bien, comme elles ont été déterminées auparavant par le logiciel et l'environnement qu'on a, eh bien, en réalité, tout ce qu'on va construire par le futur sera aussi condamné par ce qui est arrivé dans le passé. Et donc, ça, c'est la position déterministe. Oussama Ammar, lui, serait plutôt dans la position pour la liberté, et on va voir comment est-ce qu'il va essayer de défendre cette thèse-là. C'est un débat qui passionne les philosophes dans deux camps depuis 2000 ans. Ce qui est drôle... Alors, le débat déterminisme-indéterminisme fascine-t-il les philosophes depuis 2000 ans? Je suis vraiment pas sûr. Alors, la notion de cause a été théorisée par Platon, elle a été reprise par Aristote. Donc, effectivement, ils ont une idée de ce que c'est que la causalité. Maintenant, en fait, dans la philosophie de l'époque, de Platon, d'Aristote, il y a quand même un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est un peu la causalité ultime. C'est-à-dire que Dieu est la raison pour tout ce qui existe. Pour le monde des idées, pour notre pensée, pour notre destin, si on voudrait dire ça. Et donc, en fait, on ne se pose pas la question de savoir si on est libre ou pas de ce point de vue-là, parce qu'en fait, Dieu, soit on se dit que Dieu nous a donné notre liberté, c'est ce que disent par exemple les catholiques, Dieu nous a donné notre liberté, et donc on est capable de faire nos propres choix. Version simple, ou version plus difficile, plus hardcore, il n'y a pas de liberté parce que Dieu a décidé pour nous. Mais si vous voulez, c'est plutôt la question de la liberté en fonction de notre rapport à Dieu qui se pose, pas en fonction de la causalité. C'est-à-dire que la causalité empêcherait notre liberté ou empêcherait notre comportement, ou des causes très précises empêcheraient qu'on puisse faire telle ou telle chose. Et en fait, ce débat-là, dans ces termes-là, ne se pose que beaucoup plus tard, je dirais,
par Spinoza au XVIe, XVIIe siècle, et de manière très précise entre le XVIIIe et le XIXe siècle, à partir du moment où on a un déterminisme, on a une formulation du déterminisme par un certain Laplace, et la formulation du déterminisme par Laplace, oui, là elle dit bien que si jamais, exactement comme dit M. Denzel, si on avait toutes les caractéristiques, si on avait toutes les données, sachant que le déterminisme dit, si on a des données, si on a une donnée, et qu'on a une action qui agit sur cette donnée, alors on est capable de prédire toujours la suite, la conséquence de ça. Et en fait, ce que dit Laplace, c'est que si jamais on avait, au départ de votre vie, une équation qui rassemblerait absolument toutes les données, une sorte de calculateur ultime, qui calculerait toutes les influences que vous avez eues, que ce soit de vos parents, de vos grands-parents, de votre génétique, de tous les détails possibles, qui calculerait l'ensemble des conditions initiales du système, l'ensemble de déterminations avec toutes les variables possibles. Si ça c'était possible, eh bien, on serait capable de prédire exactement ce qui va vous arriver par la suite, qui vous serez, quelles seront vos conséquences, quels seront vos choix. Et donc cette formulation-là, en termes de causalité, en fonction de facteurs très précis qui ne sont pas des facteurs différents, ça n'arrive que beaucoup plus tard. Donc je pense que c'est un tout petit raccourci philosophique et historique de dire que ça fait 2000 ans que les philosophes ont ce débat déterminisme-indéterminisme. S'il y a un débat de philosophes qui dure depuis un petit peu plus longtemps, qui est arrivé au départ, c'est plutôt le combat entre l'identité et le mouvement. Ce combat, il s'est fondé... En fait, il y avait un autre combat. Et là, je vous mets en référence Jeanne Hersch, Histoire de la philosophie. C'est son interprétation, c'est celle que je vous propose ici. Elle dit que ce qui faisait débat entre les philosophes, c'était pas le déterminisme ou l'indéterminisme, puisque ça, c'était réglé par la question divine. Ce qui faisait débat, c'est est-ce que les choses bougent ou est-ce qu'elles ne bougent pas. Prendre un exemple. Si je vois dans le monde qu'il y a autour de nous, bah, je vois que tout change. J'évolue, vous évoluez, il y a toujours une évolution qui se passe, qui se produit. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on veuille, quoi qu'on souhaite. Maintenant, cette évolution-là qui existe et qu'on constate, on peut aussi également remarquer qu'il y a des choses qui ne changent pas. Par exemple, il y a les cycles de la Lune. La Lune, elle revient toujours au même endroit. Même si on a l'impression que ça change, en fait, ça revient toujours au même endroit. Donc, elle est marrée aussi. Ok, même si moi je change, finalement, je vais revenir d'une certaine manière, d'une certaine forme sur Terre. Par exemple, si j'ai un enfant, je vais revenir sous une certaine forme et je vais continuer de me reproduire et mon enfant donnera un enfant et ainsi de suite. En fait, il y a des cycles comme ça. Et ces cycles reviennent toujours sans arrêt. Et donc on pourrait se dire, mais est-ce que finalement les choses, on a l'impression qu'elles changent, ou au contraire, elles sont toujours les mêmes? Et des arguments très clairs pour dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer, ce sont les objets mathématiques. Les objets mathématiques ne peuvent pas changer. 1 plus 1 égale 2, c'est une équation qui est toujours vraie. Alors, ça dépend des conditions mathématiques dans lesquelles on pose cette équation, mais dans les conditions adéquates, cette équation, elle est toujours vraie. Elle ne peut pas changer. C'est pas une équation dont la vérité peut varier du jour au lendemain. Et donc ça, c'est un débat qui a poursuivi les philosophes pendant plusieurs années, entre ceux qui étaient partisans justement de ce mouvement ou de l'identité. Et effectivement, par la suite, ça a pu être interprété en termes de liberté, déterminisme. Ça, c'est très très possible. Et donc que les partisans de l'identité, de ce qui reste toujours pareil, ce sont les partisans du déterminisme. Il y a des règles et on est capable de prédire. Au contraire, les partisans du mouvement, du fait que tout change, du coup, comme tout change, il y a une liberté potentielle qui existe en nous. C'est que ce qui est trop trop drôle, si tu veux un truc vraiment marrant, c'est que tous les philosophes de ton école ont ta gueule et ta vibe. Et tous les philosophes de mon école, ils ont ma vibe. C'est-à-dire tous les philosophes fit, ils sont de ton école. Okay. Les mecs pas très fit, un peu bordéliques, ils sont plutôt de la gueule. C'est assez drôle, hein, tu vois, par exemple. Alors, il faudrait faire une étude sociologique, là, je dirais que je ne l'ai pas faite. Des philosophes qui sont-ils fit ou non en fonction de ce qu'ils pensent. Mais je donne juste un petit contre-exemple. Sartre était complètement de l'école de Oussama Hamar, donc complètement pour la liberté. Et Sartre n'avait absolument rien de bordélique. Si vous regardez sa vie, en tout cas sa discipline intellectuelle, je parle de sa discipline intellectuelle, il était extrêmement discipliné, il se levait tous les matins et il bossait 4 heures au café, tous les matins. Donc il n'était pas du tout dans un espèce de vibe, free vibe. Spinoza, qui est le grand maître du déterminisme, c'est un mec,
C'est un des premiers inventeurs de la routine. C'est un mec qui faisait du e-commerce. À l'époque, il vendait en dropshipping des verres de mecs. En fait, il avait découvert qu'à Amsterdam, ils étaient super forts à faire des verres, des verres, pas des verres pour boire, des verres, des lentilles. Ok. Et en fait, il avait trouvé les meilleurs ateliers d'Amsterdam. Il prenait les commandes et il touchait l'argent avant que les mecs fabriquaient. Il prenait sa com et il gérait comme ça. Et il avait sa petite routine et il faisait de la philo et des maths. Ok. Alors, Spinoza avait-il une routine? Était-il l'inventeur de la routine? Franchement, je sais pas, je pense pas. Par exemple, si je vous regarde Marc Aurèle, aussi il disait qu'il fallait avoir une certaine routine. Les stoïciens ne juraient que par la routine d'habitude, donc des habitudes qui reviennent tous les jours et auxquelles on se tient. Donc Spinoza, je pense pas qu'il soit l'inventeur de la routine. Spinoza est-il maintenant l'inventeur du dropshipping? Ou en tout cas, a-t-il fait du dropshipping? Très honnêtement, je suis allé vérifier cette information parce que j'étais très étonné de cette information. Une chose est vraie, Spinoza, pour gagner sa vie, taillait des verres optiques, des verres de lentilles, que ce soit des verres en fait pour, par exemple pour les microscopes ou pour certaines lunettes. Ça, c'est totalement vrai. Donc, il connaissait bien ça et Spinoza faisait ça pour gagner sa vie. Maintenant, dire qu'il fait du e-commerce, alors je pense que Oussama n'est pas idiot. Il a très bien compris que il sait bien que c'est pas possible. On peut pas faire du e-commerce quand il n'y a pas internet. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il fait du dropshipping. Alors, j'explique juste une minute pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que le dropshipping, mais je pense que vous savez tout ce que c'est. Le dropshipping, donc ça consiste à, en fait, poster l'image ou la validité ou bien l'offre, proposer une offre d'une marchandise dont on ne s'occupe pas. Et proposer cette offre à des partenaires, à des clients potentiels que le vendeur original n'a pas trouvé. Et réussir à créer le deal et ensuite mettre en relation directement le vendeur avec le client potentiel et toucher une petite commission grâce à cette mise en relation. Ce que aurait fait Spinoza. Alors franchement, je suis allé vérifier dans 3 biographies différentes de Spinoza. Celle de Gilles Deleuze et 2 autres, plus Wikipédia. J'ai jamais lu que Spinoza pratiquait un type de revente entre les différents ateliers d'Amsterdam. Donc, Oussama, si jamais tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, donne-moi ou dis-moi où est-ce que tu as appris ça. Je serais vraiment très curieux de savoir ça parce que je n'ai aucune vérification sur une source écrite. Donc, si tu sais des informations que je ne sais pas, si je t'en prie, dis-le-moi. Autrement, je pense que c'est un petit peu de la com. Parce qu'en plus, je pense qu'il a dit ça. Il a dû le dire une autre fois, je pense, dans une conférence. Je l'ai déjà entendu dire ça. C'est pour ça que je suis allé vérifier. Euh, mais franchement, si en tout cas il a cette information est vraie, qu'il me le dise. Quand même dingue. Bon gars. Et ce mec, c'est un partisan du déterminisme. À côté de ça, dans les partisans de l'indéterminisme, il y a Bergson. Bergson, philosophe flamboyant, qui préparait pas ses cours et qui avait des audiences qui attendaient. Tu sais que Bergson, ses cours au Collège de France étaient tellement suivis par la population que des mecs se mettaient à la fenêtre parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la salle et ils étaient payés par les gens dehors pour crier ce qu'ils disaient à l'intérieur de la salle pour que les mecs entendent. Il y avait des souffleurs qui répétaient pour que le message aille loin dans les rues de Paris. C'était une méga star de l'époque. Et du coup, Alors, Bergson, la méga star de l'époque. C'est vrai que Bergson a eu un succès philosophique de son vivant. Alors malheureusement, j'ai pas pu vérifier tant que ça ce fameux succès sur des biographies sérieuses. Je n'ai même pas vu, ou même d'articles. J'ai pas vu. Bon, à partir du principe que c'est vrai. Y avait-il des souffleurs qui disaient ça dans les rues de Paris? Je pense que l'information est possible. J'ajoute 2 informations à celle de Bergson. Effectivement, c'était une star de la philosophie. Même je peux ajouter 3 informations parce que j'aime bien Bergson. Bergson, c'est le mec qui a eu tous les prix philosophiques possibles. Concours général, école normale supérieure, prix Nobel de littérature. Il y a le prix Nobel de littérature en 1927, peut-être. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, deuxième information. Il a aussi été diplomate. Et selon certains, il aurait participé à l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Enfin, troisième information sur Bergson.
malheureusement, son succès a décliné. Comme il était la star de l'époque, on ne le dit pas souvent, mais en fait, dans ces fameux cours au Collège de France, les cours au Collège de France, donc, le Collège de France, c'est un institut où on a des professeurs qui sont spécialisés dans une discipline et qui donnent des cours gratuitement. C'est à Paris, c'est juste à côté de la Sorbonne. Et ce qui se passe, c'est que après la Première Guerre mondiale, en fait, l'influence de Bergson décline complètement. Et elle est tout simplement devenue... personne ne l'écoute, en fait, tout simplement. Donc c'est un peu voilà, l'histoire des stars qui sont au pic, et puis après, on retombe. Est-ce que c'est Spinoza? Je crois que Spinoza, il avait un cours dans une université, il y avait personne qui venait. Exactement. Alors, Spinoza avait-il un cours dans une université où personne ne venait? Je n'ai pas pu vérifier cette information. Je sais qu'il donnait des cours particuliers, qui a donné un livre qui s'appelle les règles du cartésianisme, un livre qu'il a écrit sur des cartes, je ne sais plus lequel exactement. Donnait-il des cours à l'université? Je sais qu'il s'est fait excommunier de la communauté juive, voilà. Sachant que l'année de naissance de Spinoza, c'est l'année de création de l'université d'Amsterdam. Donc 1632. Sachant qu'il avait mauvaise réputation, je le vois mal enseigner à l'université d'Amsterdam. Je sais qu'il était pas loin de certaines universités, qu'il en vivait pas loin. Et qu'il a jamais vécu vraiment très loin d'Amsterdam, mais de là à donner des cours à Amsterdam. Sachant qu'il refusait toujours de publier ses livres, puisqu'il les a jamais publiés, il a été publié par la suite. Je crois qu'il en a publié un seul de son vivant. Toutes ses œuvres ont été publiées par la suite. Donc ça m'étonnerait bien qu'il ait donné des cours à l'université, et qu'en plus il y avait personne. Enfin, personne. Il y a quand même des gens extraordinaires qui sont venus. Alors, par la suite, mais Non, je non, crois qu'il galérait pendant un moment. Non, mais ce que je veux dire, dans le petit groupe d'élèves qui sont venus, Ouais, ah ok. il y a eu des méga Ok. stars de la philo d'après. Ok. Tu vois, c'est Nietzsche contre Chopin. Alors, mais quel méga star de la philo il y avait après ces cours? Franchement, je veux savoir. Donnez un nom au moins. Ce cours, déjà, je sais pas s'il a eu lieu, et quel méga star de la philosophie, mais en plus, une méga star de la philosophie, donc j'aimerais vraiment savoir. Parce qu'en plus, Spinoza était donc à Amsterdam, c'est un des rares philosophes qui soit néerlandais, très connu. Donc il faudrait que quelqu'un connaisse le néerlandais, philosophe allemand, français. Donc, s'il vous plaît, Oussama, si jamais tu connais cette méga star, donne-la moi en commentaire, je serais vraiment heureux de la connaître. Schopenhauer, Ouais. il y a des gens, ils ont la fibre du c'est Ouais. philo d'après. Ok. Tu vois, c'est Nietzsche contre Schopenhauer, Ouais. Alors, Nietzsche contre Schopenhauer. Alors en fait, il y a des gens, ils ont la fibre tu vois, de la viralité de l'époque. Puis Ouais. il y a Ouais, ceux qui bah l'ont ouais. pas. C'est drôle, Ouais. hein. donc, en fait, là où ça me parle du succès des cours. Puisque Spinoza a créé des mégastars de la philosophie, il y a un succès, des profs qui rêvent à avoir un succès dans leur cours ou pas. Alors c'est vrai que, ça c'est totalement vrai, si par exemple il y a un philosophe contemporain qui est très connu aujourd'hui, dans le petit milieu de la philosophie contemporaine, il est très connu, il s'appelle Quentin Messaillou. Et Quentin Messaillou, c'est vrai que j'ai assisté à ses cours, pas très longtemps parce que ses cours me saoulaient. Il était pas mauvais, hein. Il est clairement pas mauvais, mais moi ça m'intéressait pas du tout. Ce dont il parlait. Effectivement, si vous voulez aller au cours de Quentin Messaillou, il vaut mieux vaut arriver tôt, parce qu'il y a beaucoup de gens. J'espère que je serai une des méga stars de la philosophie que Quentin Messaillou a créé. En tout cas, j'ai bien assisté à ses cours. Je pense pas qu'il se souvienne de moi, mais bref. Mais voilà. Maintenant, il fait référence à un débat qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait des philosophes qui ont vécu à la même période et qui, en réalité, étaient à l'université ensemble et qui avaient plus ou moins de succès. Et il ferait référence à Schopenhauer et Nietzsche, qui auraient enseigné à l'université ensemble. Il faut bien savoir que Schopenhauer et Nietzsche ont 40 ans d'écart. Disons qu'ils n'ont pas tout à fait enseigné à la même époque à l'université. Par contre, Oussama, c'est un petit peu facile de dire ça, parce qu'Oussama, je pense qu'il a un souvenir de philosophie. Il dit une chose qui est vraie, c'est qu'en fait, il y a eu un débat entre Schopenhauer et Hegel. Ce débat-là a eu lieu, en fait, deux philosophes allemands qui enseignaient à la même époque. Je
crois qu'ils enseignaient à la même université je crois qu'ils enseignaient à la même université. Et effectivement, les cours de Hegel étaient remplis. Il y avait tout le monde. Et les cours de Schopenhauer, il y avait personne. Et donc, Schopenhauer n'aurait pas eu le sens de la viralité, contrairement à Hegel. Et en effet, c'est vrai que Hegel, il a une philosophie qui est qui est pas du tout pessimiste. Alors donc ça, je pense que ça a pu jouer, on va dire ça a pu jouer sur sa faculté à attirer des élèves. Ce n'est pas le seul facteur, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui ont des discours absolument pessimistes et qui sont énormément vus. Je pense par exemple à Aurélien Barraud, il fait des cours à l'université, des interventions extrêmement pessimistes, mais qui sont plutôt vus, et même pessimistes, je pense, même peut-être plus que pessimistes, c'est peut-être plus des conférences extrêmement moralisatrices, je veux dire. Donc effectivement, peut-être que Schopenhauer n'avait pas la viralité de l'époque. Revenons, je pense il va revenir au débat, et donc c'était entre Schopenhauer et Hegel. Et juste pour en dire, Nietzsche, lui, je crois il avait plutôt du succès, mais malheureusement il était malade très vite, et il a dû arrêter de donner des cours assez rapidement. Revenons au débat déterminisme, et on va voir les arguments que Oussama va présenter en faveur de la liberté. Alors, l'indéterminisme, l'idée, c'est que dans un système déterminé, aussi forts soient les critères de causalité, les conséquences ne sont jamais prévisibles et, de temps en temps, ont des résultats chaotiques. C'est ça. C'est l'idée que même si tu connais toutes les conditions initiales, même si tu as toutes les causes, etc., de temps en temps, sans qu'on sache pourquoi, il y a de l'entropie qui apparaît. Et il y a quelque chose qui se passe qui va changer la donne et qui va changer la donne forever. Et donc, les systèmes, les penseurs de l'indéterminisme ne sont pas des gens qui pensent que le déterminisme n'existe pas. Hein. La physique classique nous montre que si je connais exactement la force à laquelle je lance cet objet, je peux déterminer à quel endroit il va atterrir. Mais la physique quantique nous apprend qu'il y a des phénomènes qui sont des phénomènes du réel et qui ont des propriétés du hasard qui sont encodées en elles. Et ça c'est la grande victoire des indéterminismes, c'est l'émergence de la physique quantique. Ouais. Et il se passe quelque chose dans le monde quantique qu'on n'arrive pas à expliquer. Il se passe plein de phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer. Ouais. Et qui semblent donner lieu au fait que l'entropie a une réalité. Mais est-ce que c'est pas un peu arrogant de déduire que parce qu'on n'arrive pas à expliquer quelque chose, il n'y a pas de cause prévisible à ce phénomène? C'est pas tout à fait ça l'idée. L'idée, c'est plutôt que dans un milieu expérimental donné, les mêmes actions ne produisent pas les mêmes conséquences et on semble avoir des phénomènes qui semblent être du hasard, et qui y portent. Alors, en philosophie de l'action, ça s'appelle la philosophie de l'action. Alors, ok. Bon, il y a plein de choses qui ont été dites. Alors, je vais essayer de revenir. Alors ça, c'est un problème vraiment particulièrement compliqué. Et si jamais il y a des physiciens qui regardent, je pense qu'ils pourront me dire si jamais je me trompe. Mais, en fait, je pense... Donc, l'argument d'Oussama Ammar, c'est de dire que... En fait, Oussama Ammar utilise une théorie sans la mentionner. Il parle de la théorie du chaos. Théorie du chaos, si ça vous intéresse, vous pouvez lire un livre de James Gleick qui s'appelle La théorie du chaos. Et en fait, cette théorie du chaos, elle dit une chose que ne dit pas du tout Oussama Ammar. En réalité, Oussama Ammar, pour moi, utilise ici un argument fallacieux. Alors, je vais expliquer. Oussama Ammar dit la chose suivante. Il dit... Donc, on avait des conditions initiales, on avait ce truc-là, condition initiale, bam, la main, qui tient, le stylo, je lâche, ça tombe. Et ça sera toujours le cas. Et ce que dit Oussama Ammar, c'est que si j'ai ça, j'ai les mêmes conditions exactement, j'ai les mêmes conditions, je vais pouvoir lâcher le stylo, ça va tomber. Eh bien, si je lâche le stylo, ça va peut-être pas toujours tomber. Ça va peut-être tomber, ou alors ça va pas tomber là où ça devait tomber, ou alors ça va tomber peut-être d'une autre façon que ça devait tomber, ou alors ça va pas tomber tout de suite. Il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va faire que la prédiction ne pourra pas être exacte. Je pense que c'est ce que dit Oussama Ammar, c'est-à-dire que malgré la même similarité des conditions, il va y avoir à un moment donné dans le système des bugs, ce qu'il appelle l'entropie, qui vont intervenir et qui vont changer la donne forever, qui vont changer le résultat final de l'expérience. Mais en fait, c'est pas du tout ce que dit la théorie du chaos. La théorie du chaos ne dit pas ça. Je mettrai un article c'est un usage aussi fallacieux de la théorie du chaos que par exemple pouvait le faire Mélenchon. Mélenchon a fait un usage fallacieux de la théorie du chaos. Bon. Parce que Mélenchon disait justement en fait,
comme il y a ça, on peut rien prédire, on peut plus rien prédire. Et donc, du coup, par exemple, l'analyse économique, socio-économique des causes ne vaut rien, puisque si on analyse bien tout, on pourrait tomber sur des résultats absolument différents. En réalité, c'est pas du tout ça que dit la théorie du chaos. La théorie du chaos dit quelque chose d'un tout petit peu différent et qui change vraiment le raisonnement. Voilà ce que dit la théorie du chaos. Elle dit qu'en réalité, dans un système complexe, il y a une sensibilité aux conditions initiales. Ça veut dire que les conditions initiales, elles peuvent être légèrement différentes, mais vraiment extrêmement légèrement différentes. Et ensuite, donner des résultats qui sont pas du tout, même pas du tout ressemblants aux résultats qu'on aurait dans des conditions légèrement similaires. Ça veut dire que, par exemple, je mets ma main comme ça. Ça, c'est la condition initiale de l'expérience. Et on pourrait penser que, si jamais je mets ma main juste comme ça, le résultat de l'expérience, il sera légèrement différent. Ok, là, je vais faire ça, ça va tomber, le stylo va retomber sur moi. Là, je le refais, bam, il retombe sur moi. Et donc là, je remets ma main un tout petit peu en pente, bam, ça tombe, et le stylo, il retombe sur moi. Ok. Donc ça, ce serait l'idée, c'est-à-dire que juste, il y a une petite condition initiale qui change, en fait. C'est la sensibilité aux conditions initiales. Et en fait, ce que dit la théorie du chaos, c'est que dans certains systèmes complexes, il y a une sensibilité aux conditions initiales tellement immense que les résultats sont complètement différents. C'est-à-dire que je vais commencer comme ça, et au lieu que ça fasse comme ça et que le stylo il retombe sur moi, ce qui va se passer, c'est que je vais faire comme ça, et là, tout d'un coup, le stylo, il va faire comme ça, ensuite il va rebondir, ensuite il va partir dans une autre direction, il va faire un truc complètement inattendu. Et en fait, vous connaissez tous cette théorie du chaos sous l'idée que un petit battement d'aile de papillon au Japon crée une tornade aux États-Unis. Et en réalité, ça c'est ce que prédit la théorie du chaos pour les systèmes complexes comme la météo. En fait, c'est pour ça qu'on n'arrive pas trop à comprendre la météo. C'est parce que d'une part, il y a tellement de conditions et de variables initiales que, en fait, elles sont extrêmement complexes et il suffit qu'il y ait un petit décalage sur les conditions initiales de la météo qui fait que ça va créer en fait des grandes conséquences par la suite, inattendues au niveau du temps, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir prévoir le temps. Et c'est ça que dit la théorie du chaos. C'est juste, la théorie du chaos à aucun moment ne remet en cause le principe de causalité. Au contraire, elle réadmet le principe de causalité. Elle dit très bien, non, si jamais vous avez les mêmes conditions initiales, strictement les mêmes conditions initiales, avec la même action qui déclenche ces conditions initiales, vous aurez les mêmes conséquences. C'est ça que dit le déterminisme. Et évidemment, le déterminisme dit, si tu modifies légèrement les conditions initiales, forcément tu vas avoir des résultats différents à la fin. Le déterminisme, lui, ne nierait pas ça. C'est pour ça que le déterminisme ne nie pas la théorie du chaos. Okay, ça, c'est une première chose. Maintenant, c'est sûr que, et là je rejoins Oussama Ammar, la façon de penser déterministe, elle fonctionne super bien dans le modèle classique de la physique. C'est-à-dire que là, je suis dans des conditions où je vais pouvoir reproduire l'expérience du stylo qui tombe, et il va tomber à chaque fois. Et ça, c'est vrai, il va tomber à chaque fois 1 milliard de fois. Par contre, la physique quantique dit qu'à l'état subatomique, là où la masse des objets n'est pas un critère très important, puisque la masse est négligeable, les objets de ce système, si on peut appeler ça des objets, les ondes, les particules de ce système, se comportent de manière avec une causalité extrêmement aléatoire, extrêmement inattendue, où il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas trop. J'espère qu'il y a des physiciens qui pourront nous le confirmer. Et effectivement, la physique quantique a remis en cause un tout petit peu cette idée de causalité de déterminisme absolu, puisque semble-t-il qu'à l'échelle subatomique, le déterminisme ou la causalité, ce ne soit pas une philosophie utile pour analyser ces événements-là, comment les ondes et les corps dans l'espace subatomique se comportent. Et c'est pas une bonne façon d'utiliser ces grilles-là parce qu'il y a des choses qui vont être du domaine du hasard. Et je précise une dernière chose, entropie. Entropie, ça veut dire, de manière très très simple, la génération du chaos dans un système. Et en fait, si vous voulez, génération du chaos, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que dans les conditions initiales, vous avez un petit décalage des conditions initiales et ça va créer un grand chaos. Et en fait, ce qu'on appelle un grand chaos, c'est
complètement des conséquences complètement inattendues, alors que comme c'est légèrement différent, on pourrait s'attendre à des résultats qu'on connaît qui sont similaires, et au contraire, théorie du chaos oblige à dire, en fait, non, 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 en fait, on va avoir des choses qui vont être complètement inattendues, qui vont être complètement éloignées des résultats, des résultats si on les avait donnés dans des conditions initiales proches. Donc, conséquence de ce que je viens de dire, résumé, 1. Effectivement, la théorie du déterminisme semble compliquée à appliquer à l'échelle subatomique. 2. Oussama Ammar utilise un argument fallacieux en utilisant de manière non rigoureuse la théorie du chaos pour la remettre en cause le déterminisme, alors que la théorie du chaos ne remet pas en cause le déterminisme. Le domaine qui étudie cette question maintenant, de façon un peu sérieuse, avec les neurosciences, avec tout ça. La philosophie, alors il a dit juste avant, en fait, la philosophie de l'action est le domaine qui étudie ces phénomènes qui sont liés à l'entropie, qui sont liés au subatomique, à l'action, etc. Très très honnêtement, je crois pas. Si vous regardez philosophie de l'action, ça va plutôt être des sujets qui vont... En fait, la philosophie de l'action, elle est plutôt dans déterminer en fait la conséquence entre une action, un résultat dans le monde et la volonté d'un sujet. C'est ça la philosophie de l'action. C'est pas du tout la philosophie, je pense, des sous-particules ou bien de l'analyse des événements du monde, de comment les choses interagissent entre elles. La philosophie de l'action, c'est vraiment quand il y a un sujet humain et on essaie de voir qu'est-ce qui se passe entre un sujet humain et les actions qu'il peut faire. Donc c'est juste un tout petit usage qui me paraît pas tout à fait rigoureux, parce que quand je pense à philosophie de l'action, je pense à un sujet, être humain, et pas du tout au monde des atomes subatomiques. Il y a plein de choses. Le débat de déterminisme, indéterminisme est un débat maintenant qui est très poussif des deux côtés. C'est-à-dire que les déterministes, ils ont face à eux des arguments théoriques très forts, et les indéterministes, ils ont face à eux des arguments théoriques très forts. Et puis, comme disait mon ami tout à l'heure sur le vocal, sans doute les deux ont tort. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas tranché. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est toujours de comprendre le logiciel de croyance qu'on a pour avancer. C'est pour ça que moi, cette question est si intéressante. J'ai besoin de me dire qu'à un moment donné... Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que vous croyez au déterminisme, vous croyez en l'indéterminisme, vous croyez que vous êtes libre. Au contraire, vous croyez que les choses sont déterminées autour de vous. Ce logiciel de croyance, comme dit Oussama Ammar, cette théorie, ces représentations du monde, va avoir des conséquences absolument directes sur la façon dont vous vous comportez. Imaginez que vous pensez que tout est déterminé. Est-ce que vous n'allez pas vous dire, finalement, si tout est déterminé, j'ai rien à faire, j'ai pas à me battre. Est-ce qu'au contraire, si vous ne dites pas que vous êtes libre, vous n'allez pas vous dire je suis libre, ça me fait peur aussi d'être libre et j'ai pas envie d'agir. Au contraire, vous vous dites je suis libre, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux exactement, donc j'ai une chance et une opportunité grande. Et au contraire, vous pouvez tout à fait aussi vous dire tout est déterminé, mais ça ne veut pas dire que il ne faut rien faire. Et il faudrait se résigner. Et clairement, ici, la façon dont vous pensez a des impacts directs sur la façon dont vous allez concevoir et penser le monde. C'est grâce à toi. Non, même pas. Moi, c'est pas ça moi, je crois même pas que ce soit grâce à moi. Je pense même que c'est pire que ça. C'est que mais d'avoir une question de mérite, parce qu'en fait, pour moi, cette théorie, elle détruit la méritocratie. Ouais, pour moi, c'est pire que ça. Moi, le mérite, je m'en fous. C'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'à un moment donné, les choses peuvent complètement changer sans que tu en sois responsable. Mais ça, tu peux être 100% déterministe et quand même penser que c'est le cas. Vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est le cas. Mais disons que le chaos est tellement compliqué que ta volonté, ta pas volonté, ton machin, il y a des choses qui se passent et qui sont au-delà de tout contrôle, de toute envie, de tout machin. Là, finalement, Oussama redevient stoïcien. En tous les cas, à notre échelle de l'être humain, avec notre capacité de calcul, notre capacité d'appréhension du monde, du réel, forcément, il va y avoir toujours des choses qui vont rester hors de notre contrôle. Donc, il faut simplement être prêt à ça. Moi, je suis de cet avis-là, mais en restant déterministe. Ouais, quoi. Mais du coup, moi, ce que je trouve intéressant avec le déterminisme, c'est que, tu sais, j'ai eu
C'est trop drôle. C'est parce que ce qui est drôle, c'est quand t'es jeune, Sur le mérite, si jamais ils en parlent, je reviens dessus, sinon je reviendrai après sur la question du mérite qu'ils ont abordé. tu sais, ta vision du monde, elle change complètement. Tu sais, genre, moi, vraiment, je peux Moi, j'ai souvenir de commencé, mon enfance. j'ai commencé très déterministe. Hein. Ouais. Et moi, de base, j'ai toujours eu la méritocratie, c'était super important pour moi. Et ensuite, j'ai eu ce truc de justement, j'ai eu cette réalisation et je me suis dit, mais en fait, putain, ça veut dire que quelqu'un qui a une vie de merde, au final, si tu reviens à la source, c'est en aucun cas sa faute. Parce que même si la personne est ultra fainéante, c'est soit parce qu'il il est né avec un certain cerveau qui est fainéant, pas sa faute, soit il a eu dans son enfance des trucs qui l'ont rendu fainéant et du coup, au final, rien n'est vraiment ta faute. Donc en fait, tu as une conscience qui est capable d'avoir du plaisir et de la douleur, qui arrive sur cette terre et de par des paramètres qui sont à 100% pas dans son contrôle, certes fait peut-être des mauvaises décisions, mais arrive dans une situation où elle a beaucoup plus de douleur qu'une autre personne. Donc c'est injuste. Tu connais l'expression « ça explique, mais ça n'excuse pas » Non, mais elle est très intéressante. Et elle va dans le sens de mon raisonnement d'après. Donc j'ai fait le switch. Je suis passé de 100% genre au mérite, voilà. En fait, bon, là, Yumi dit tout simplement, si on connaissait toutes les conditions initiales, il y a des conditions initiales qui vont avoir créé certaines facultés, certaines caractéristiques, certaines psychologies, et des conditions qui sont un peu plus défavorables pour la vie des individus. Et effectivement, si on constate, c'est vrai que par exemple, il y a dans certaines situations, par exemple le fait d'avoir 2 parents, ou d'avoir un seul parent, ça peut avoir des conséquences sur la réussite ou l'insertion dans la société de l'enfant, de l'individu. Donc il y a des personnes qui seraient, entre guillemets, de ce point de vue-là, défavorisées si on est vraiment partisan du déterminisme. Méritocratie, en fait non, socialisme, faut aider les gens, c'est pas leur faute. Donc forcément, si vous pensez comme ça, vous remettez en cause la méritocratie. Pourquoi vous remettez en cause la méritocratie? Parce que ça veut dire que tout le monde n'a pas eu les mêmes cartes au départ. Et si tout le monde n'a pas eu les mêmes cartes à la naissance, forcément, vous n'allez pas pouvoir jouer le même jeu. Si vous avez un bagage en mathématiques, des parents qui sont bilingues, un capital culturel, beaucoup d'argent, vous n'allez pas avoir les mêmes conditions que si vous êtes né dans des pays en voie de développement ou de niveau 1 ou 2 si vous voulez, avec une seule mère au foyer, un père alcoolique, absent, 10 frères et sœurs, des maladies psychiques depuis votre enfance, ça va avoir aucune ressemblance votre vie et la vie d'un autre. Donc forcément, l'idée de méritocratie est remise en cause parce que même si en France on veut garantir des conditions similaires pour tous les citoyens auront des conditions différentes. Et donc à partir de ce moment-là, la méritocratie c'est un jeu complètement pipé. C'est une grosse blague de la part des dirigeants. Et grosse blague parce que ça permet parce qu'elle est plus perverse encore, c'est qu'elle permet de justifier le système. C'est-à-dire que y a des inégalités, on les accepte comme ça. Mais c'est parce que tu n'as pas bossé, parce que tu n'as pas assez fait ce que tu devais faire. Donc, à partir de ce moment-là, si on met en place cette idéologie de l'égalité, c'est simplement pour légitimer et justifier les personnes qui sont tout en haut, qui ont le plus d'accès à plus de ressources, de capital, parce qu'elles ont travaillé, elles se sont battues. Alors qu'en réalité, elles ont forcément bénéficié de privilèges qui leur permettaient d'atteindre leur position de manière beaucoup plus simple, là où elles étaient. Voilà, ça c'est une remise en cause de si on est déterminisme, et on pense au déterminisme social, donc au déterminisme de la société, comment les individus sont déterminés par leur milieu et leur environnement, on est amené à remettre en cause, comme l'a fait Yumi Denzel, l'idée même de méritocratie. Au final, même si c'est vrai que c'est pas sa faute, c'est quand même mieux d'avoir de la méritocratie dans notre société parce que même la personne qui est la plus désavantagée, ou en tout cas, peut-être pas la personne la plus désavantagée, mais le groupe de personnes le plus désavantagé par le capitalisme va quand même mieux que ce même groupe-là dans un truc communiste ou genre ultra socialiste. Parce qu'en fait, le process, le système du capitalisme nous permet d'augmenter le bonheur de tout le monde. Et je pense que la meilleure fonction... C'est pour ça que tu m'as parlé d'utilitarisme. C'est pour ça qu'on allait parler d'utilitarisme. Je pense que la meilleure fonction pour optimiser du coup la société, c'est l'utilitarisme. Et... Ok, alors là, Yumi dit
il y a une chose, il veut revaloriser la méritocratie en disant qu'en fait c'est une idéologie utile. Alors pourquoi c'est une idéologie utile? Parce que ça permet de faire en sorte que tout le monde doive se battre pour atteindre ses objectifs. Et donc si tout le monde se bat pour atteindre ses objectifs, ben forcément, ça va créer de l'émulation dans la société. Et il parle ensuite du système capitaliste en disant que précisément dans le système capitaliste, c'est mieux qu'un système communiste. Pourquoi? Parce que dans le système capitaliste, tous les individus sont amenés à devoir tirer leur part, tirer le meilleur d'eux-mêmes sur le marché. Et ce qui se passe, c'est qu'il implique la théorie du ruissellement. Alors la théorie du ruissellement, c'est quoi? C'est l'idée de dire que s'il y a des personnes qui ont réussi et qui ont augmenté leur richesse, eh bien la richesse va ruisseler sur ces personnes-là et va permettre de meilleures conditions, même pour les personnes qui sont le plus bas. Donc si vous êtes en système communiste et que vous avez tout le monde au même niveau, et que vous prenez le pire niveau du communisme, donc là c'est là où je rejoins pas trop Yomi, je comprends pas trop comment il peut comparer le capitalisme et le communisme en disant que la pire personne dans un pays communiste, parce que dans un pays communiste, en théorie, il n'y a pas de pire personne. Il n'y a pas de... Tout le monde est au même niveau d'égalité. Et on pourrait tout à fait dire que le niveau d'égalité du communisme, ça pourrait être bien meilleur que le pire niveau du capitalisme. Et ça pourrait peut-être être meilleur que le niveau moyen du capitalisme, que le niveau moyen des gens dans un système capitaliste. Par exemple, pour un exemple très très bête, on pourrait tout à fait imaginer que dans un monde parfaitement communiste, si c'est une possibilité, tout le monde est à 2000 euros par mois, donc tout le monde a 2000 euros par mois et habite en France, okay. Et donc ça permet de bien vivre. Et peut-être que dans un système capitaliste, tout le monde habite, la moyenne, est-ce que ça pourrait être 2000 euros par mois? Si on prend la moyenne de tous les gens, ça pourrait être 1500. Donc je vois pas pourquoi le système capitaliste de ce point de vue-là est meilleur. Maintenant, si, mettons que dans un système communiste, il y a des degrés d'individus, ce qui n'est pas censé être le cas dans un système communiste. Okay, bien entendu, ça pose la question de est-ce que le système communiste est réalisable? Ça, c'est une autre question, mais on va pas la traiter ici. Maintenant, supposons qu'il y ait des degrés, comme disait Yumi Denzel, dans le système communiste, et que dans le système capitaliste, il y a des degrés, et que si on compare ces deux sociétés, eh bien, dans le système capitaliste, c'est forcément la personne qui a les moins bien revenus, forcément meilleure. Alors, il y a une chose qui vient appuyer le raisonnement de Yumi Denzel, c'est que tout à fait, au système capitaliste, a augmenté le niveau de vie des individus les plus pauvres. Tout au long du XXe siècle, on a eu une augmentation du niveau de vie des personnes les plus pauvres qui gagnent. L'extrême pauvreté a été réduite dans le monde. Et donc, il y a des personnes qui gagnent beaucoup plus d'argent, si vous voulez, qui gagnent beaucoup plus d'argent et qui répondent mieux à leurs besoins. Il y a beaucoup moins de personnes qui, par exemple, il y a beaucoup moins d'enfants qui meurent de diarrhée dans le monde. On est passé de 19 millions, je crois, à 4 millions, quelque chose comme ça. Il faudrait voir, je pourrais vous donner les chiffres dans le détail, mais effectivement, le système capitaliste a amélioré la vie de certains individus qui étaient dans les pires situations. Maintenant, il y a aussi un argument qu'on pourrait remettre en cause ce que suggère Yumi Denzel, que c'est le meilleur système, etc. Tout simplement la variable environnementale. La variable environnementale pourrait remettre en cause la théorie du Yumi Denzel, parce que même si le système capitaliste fait bénéficier les plus défavorisés, ceux qui sont tout en bas de la hiérarchie, il y a d'autres gens qui sont en bas de la hiérarchie, en fait, qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de la pollution, à cause de l'exploitation. Et tout ça, c'est à cause du système capitaliste, ou en tout cas grâce au système capitaliste qui permet l'innovation, et qui veut aller vers plus d'innovation. Et pour aller vers plus d'innovation, ça implique de puiser plus dans les ressources, en tout cas à l'heure actuelle du capitalisme. Et il y a beaucoup de gens qui meurent, qui souffrent de la pollution, qui ont vu leurs conditions de vie se dégrader, ne serait-ce qu'à cause de certains lacs, de certains endroits, de certains lacs qui sont pollués, etc. Donc, système capitaliste, est-ce que vraiment c'est meilleur si on prend en compte la variable environnementale? À vérifier. Et que, en fait, une très bonne manière de faire de l'utilitarisme, c'est de faire de la méritocratie et du capitalisme. Et donc, je suis quand même pour la méritocratie. tu vois le full 360. Ouais, je vois très bien. Alors juste l'utilitarisme, il en parlera après dans la vidéo, je reviens juste, je dis juste un truc. Donc l'utilitarisme, ce serait simplement l'idée que on va faire en sorte de maximiser le bonheur des individus. Et donc on va essayer de choisir les modes d'action qui sont les plus utiles, les plus efficaces. Et si cette action c'est la plus efficace, la plus utile et qui crée le plus de bonheur, alors on va la choisir, en dépit de l'action qui serait la bonne ou l'action juste à faire. Et si on a un système qui est complètement utilitariste dans son approche et qui maximise capitalisme et méritocratie, eh bien on aurait un système qui serait meilleur et qui vaudrait mieux pour tout le monde. Encore une fois, si on prend la variable environnementale, à vérifier. Mais ce que je trouve drôle, c'est que tu as énormément de personnes qui ont un avis politique, qui ont un avis sociétal, qui ont, etc., mais qui ont aucun logiciel, tu vois, de pourquoi est-ce que je pense ça. Alors,
Est-ce que les individus ne se posent pas de questions, ne se demandent pas d'où viennent leurs croyances? Il faudrait faire une statistique. C'est vrai que là, je l'ai pas. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que pour se poser ces questions-là, ça demande un certain confort matériel, financier, que Yumi Denzel possède. Et donc peut-être qu'il fait un procès un peu injuste à certaines personnes qui n'ont pas tout simplement le temps cognitif disponible et libre pour s'éduquer. Parce que quand on est dans des conditions où on a un travail extrêmement pénible, etc., ça laisse moins de place à la, à la question, à la réflexion philosophique. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne devraient pas le faire et ça n'excuse pas le comportement de ces personnes. Maintenant, maximisons l'argument du Benzel et disons qu'on est dans de bonnes conditions confortables matérielles. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne pensent pas à ça, à leurs conditions de vie? Oui, je pense qu'il y a des personnes qui ne, qui ne savent pas ce qu'elles pensent, qui ne, euh, qui ne se posent pas de questions sur l'origine de leurs croyances, etc. Est-ce un problème? Est-ce un problème en soi? Est-ce quelque chose dont il faut se- s'offusquer ou se dire que ça vaut pas le coup, ou que c'est quelque chose qui est un manque de la pensée, un manque intellectuel? Tout à fait bien vivre, je pense, même vivre de façon qui correspond à nos valeurs sans se poser la question de ces valeurs, justement. Ça me paraît pas illogique. Et quand je... Mais bien entendu, je fais l'avocat du diable, bien entendu que c'est si vous avez la possibilité d'avoir accès à la connaissance, ça peut, on va dire que pour répondre de manière facile, ça pourra vous aider, globalement. Ça pourra vous aider. Donc, concentrez-vous, essayez de vous demander pourquoi vous pensez ça, qu'est-ce qui fait que vous avez pensé comme ça, etc. Tu vois, genre, ce genre de questionnement, ils les ont jamais eu, mais pourtant, ils sont convaincus qu'il faut voter comme ça. Je trouve ça fou. C'est Keynes qui avait une... Convaincu qu'il faut voter comme ça. Si jamais vous voulez savoir l'origine de votre façon de voter politique, vous pouvez vous intéresser à un penseur qui s'appelle Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, il a fait une carte du monde en fonction de la famille, du type de famille dans laquelle vous naissez. Et cette carte du monde, en fonction du type de famille dans laquelle vous naissez, était capable de prédire la couleur de votre vote politique. Il y a une citation très célèbre là-dessus, l'économiste John Maynard Keynes, qui dit tant de gens pensent que leurs pensées sont si originales, alors qu'ils sont la victime d'un penseur mort il y a si longtemps, dont ils ne connaissent ni le nom, et pourtant l'influence y est très 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 présente dans leur vie. Très très beau. D'ailleurs, Keynes qui est impressionnant avec tout ce qu'il a apporté. Ouais. Ouais, même si je suis pas d'accord avec c'est marrant, l'extrême majorité de... Moi, ce qui est marrant, c'est que pour moi, Keynes, c'est l'exemple du génie dont la théorie était catastrophique. C'est les trois dont on parlait avant. Mais tu sais pourquoi? Parce que la pensée de Keynes, c'est d'une complexité extrêmement subtile. Et les keynésiens sont tous des abrutis. Et ça... Franchement, aucun commentaire là-dessus, j'en sais rien du tout. Les keynésiens sont-ils tous des abrutis? C'est un drame, mais c'est un drame. On a la même avec Bourdieu. Juste pour, si jamais quelqu'un ne connaît pas, John Maynard Keynes, économiste, sa théorie c'est que si on est dans un pays qui n'a pas de croissance, en fait c'est à l'État de réinjecter, de devenir un acteur de l'économie afin que la croissance puisse repartir. Bourdieu. Putain, c'est ouf que tu me dis ça. Subtilité. C'est ouf que tu dis ça. Il est vraiment subtil, Bourdieu. Et les bourdieusiens, c'est tous des cons. Incroyable. On a étudié Bourdieu en... Qui sont les bourdieusiens? Il y en a plein. Je pense que... Je sais pas, Pierre-Anzon Vallon, ça doit être un bourdieusien. Je pense pas qu'il soit con. En philo au lycée et j'avais la même théorie. J'étais là, c'est impressionnant de pouvoir avoir un raisonnement aussi poussé, mais pour au final avoir le même avis que des gens qui sont complètement à côté de la plaque. C'est un truc de fou. Ça peut être totalement vrai. C'est le jeu. C'est complètement le jeu. Ou même justifier l'avis de personnes qui sont complètement à côté de la plaque. C'est un truc de fou. Et c'est le jeu que quand en fait on joue à ce jeu, on le voit, on le constate quand on a beaucoup de connaissances par rapport à un tel ou tel sujet. En fait, on se rend compte que ce qu'on dit, c'est exactement la même chose que ce qu'un autre aurait dit, mais juste il n'a pas pensé, il n'a pas réfléchi, il n'a pas fait tout un travail pour comprendre pourquoi il pensait comme ça. C'est le jeu.
Ouais. D'ailleurs, ouais, ça c'est vraiment le drame des disciples, hein. Bah moi, j'ai vécu ce truc la première fois où j'ai eu un fan que je pouvais pas blairer. C'est quand tu as des gens qui disent ah je suis trop d'accord avec toi. D'ailleurs, quand tu dis que Ouais. et là je Et t'es là, dis un truc. Ah bon, moi j'ai dit ça. Mais non. Et puis tu sais, après tu te remets en cause, tu dis ah bon j'ai dit ça merde. Ok. Mais après tu vas revoir ce que tu as dit. T'as pas Tu t'as pas du tout dit Ouais. ça. Et tu dis ah mais merci, maintenant je suis devenu une étiquette. Putain, fais Ouais. chier quoi. Ouais, le problème de l'interprétation, bah écoutez, on va terminer là-dessus, je pense, c'est pas mal. 15 minutes d'analyse philosophique de ce qu'a dit Uyumu Sama. Si vous avez bien compris ce que je dis, ce que vous pouvez être capable de l'interpréter, que j'ai fait mon interprétation, vous me dites si jamais Usama, tu me dis si jamais tu vois cette vidéo dans les commentaires, si j'ai bien compris ce que tu as voulu dire. Pareil au Minanel. Si j'ai pas bien compris ce que vous avez voulu dire, bah, vous m'envoyez un message et vous rectifiez ça. Avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu passes le bac, check dans la description. J'ai pour toi je crée une méthode complète pour que tu parviennes de 15 à 20 au bac et la philosophie avec certitude. Méthode reproductible, c'est vraiment une méthode carrée, claire, concise. Tu peux regarder mes autres vidéos aussi également sur la culture générale. Je fais des vidéos sur plein de choses éducatives. Et rendez-vous pour la prochaine analyse. Si vous voulez que j'analyse quelqu'un d'autre en commentaire, vous me dites la pensée philosophique de telle ou telle personnalité, tel ou tel youtubeur. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.